Savoir accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Maîtriser les bases. Suite au premier module, intitulé Connaître les enjeux et opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique francophone, vous êtes maintenant dans le module numéro 2, intitulé Découvrir les services proposés par les SAEI en Afrique francophone. Les prérequis pour cette formation sont bien évidemment d'avoir déjà pris connaissance du premier module. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Elodie Kounduno. Je suis donc l'expert de formation choisi pour présenter ce module. À ce jour, mon profil est très orienté entrepreneuriat social et valorisation de l'innovation. J'ai eu une grande expérience dans la gestion d'un incubateur de start-up en Afrique francophone, plus particulièrement au Burkina Faso, au sein de la Fondation 2IE, où j'ai été donc directrice adjointe du Technopôle, qui était l'entité au sein de 2IE chargée de créer, gérer et développer les services de son incubateur. De 2008 à 2015, j'ai travaillé aux côtés d'ingénieurs entrepreneurs pour qu'ils aient l'opportunité de lancer leur entreprise. Plus tard, j'ai également eu des expériences au sein de la francophonie, mais également pour le programme Afrique Innove et aussi pour la coopération hollandaise et plus récemment au sein de Jocolabs. Si cela vous intéresse, mon profil est à jour sur LinkedIn et vous pouvez donc le consulter. J'en profite pour vous dire que tout au long de la formation, dès que vous voyez apparaître ces petits ronds en gris avec un numéro, cela renvoie directement aux ressources bibliographiques où vous pouvez cliquer dès que vous souhaitez aller plus loin dans la prise de connaissance. Donc après cette introduction, en tout cas je vous souhaite la bienvenue dans cette formation et je me prête au jeu d'enregistrer ma voix sur ce PowerPoint. Donc c'est vrai que ce n'est pas dans mes habitudes de faire de la formation à distance, encore moins de commenter des PowerPoints sans avoir les réactions des personnes en face de moi. Mais en tout cas, j'espère que cela sera suffisamment clair pour vous permettre d'acquérir toutes les connaissances nécessaires dans ce module de formation. Donc, nous pouvons avancer. Démarrons par les objectifs de ce module de formation. Donc, comme c'est indiqué sur cette slide, une fois ce module complété, vous devez être en capacité de comprendre le cœur de métier d'une SAEI. SAEI pour structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant, ainsi que les objectifs d'une SAEI par rapport à l'objectif d'accompagner des entrepreneurs innovants. Le second objectif de ce module sera de maîtriser les spécificités de chaque type de structure d'accompagnement, car vous verrez qu'il en existe plusieurs, dont chacune a vraiment ses propres spécificités. Enfin, nous essaierons d'aborder le panorama des SAEI existantes en Afrique francophone avec de nombreux exemples pour illustrer ce panorama et vous permettre de mieux comprendre la dynamique existante sur le continent, principalement dans les pays francophones. Alors la durée indicative est de 120 minutes. Cette vidéo sera moins longue, mais comme je l'ai cité précédemment, dès que vous voyez un rond grisé avec une référence, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à partir sur Internet pour en savoir davantage sur chacun des sujets. Donc à titre indicatif, nous pensons que vous pouvez réaliser ce module en 2 heures de temps et avec bien sûr après avoir pris connaissance du premier module comme cela est certainement le cas.
Avançons. Pour commencer, nous allons introduire les concepts clés de la formation. Donc, SAEI, de quoi parle-t-on? C'est vrai que cet acronyme SAEI est assez récent. Il signifie donc structure d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Vous allez voir que derrière cet acronyme, vous allez connaître certaines de ces structures dont on parle. Mais tout d'abord, quel est l'objectif d'une SAEI? L'objectif principal, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Mais comment s'y prend-on? Alors là, il va être plus compliqué de répondre rapidement à cette question, puisque chaque SAEI a sa propre stratégie d'intervention. Dans chacun des pays, dans chacune de ces SAEI, il y a un écosystème qui est bien différent, les enjeux sont toujours différents, il n'y a pas les mêmes opportunités. Il faut dire que ceux qui lancent des SAEI n'ont pas tous les mêmes moyens, n'ont pas tous les mêmes ambitions. Donc, chaque SAEI a vraiment sa propre stratégie d'intervention. Combien avons-nous de SAEI sur le continent africain? Alors là, c'est aussi assez complexe de répondre à cette question, mais la Banque mondiale a réalisé une étude très intéressante sur le sujet en 2016 et a répertorié au moins 176 SAEI en Afrique, dont une grande majorité portée par la société civile. 176 SAEI en Afrique, oui, mais où exactement? Alors il y en a dans tous les pays, mais c'est vrai qu'en Afrique francophone, il y a un très très grand nombre de SAEI. Donc dans certains pays, il y a une dynamique très intéressante sur le sujet. L'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Ghana sont des pays où on retrouve énormément de structures type SAEI pour accompagner les entrepreneurs. Mais sachez que l'Afrique francophone n'est pas du tout en reste, et dans certains pays, comme l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a également de nombreuses initiatives, et dans tous les pays d'Afrique francophone, il y a vraiment une dynamique en forte croissance sur le sujet. Alors, le nombre de SAEI a augmenté très rapidement ces 10 dernières années sur le continent, porté par de nombreuses parties prenantes, que ce soit donc des acteurs publics, privés, institutionnels ou également des structures académiques qui ont lancé ou qui sont partenaires de ces SAEI. Alors, quel est l'objectif? Quels sont les objectifs des SAEI? Quelles solutions peuvent-elles apporter aux entrepreneurs et autres parties prenantes en Afrique? À qui s'adressent-elles exactement? Quels sont leurs services? Quels sont à ce jour leurs résultats? Ou ont-elles vraiment créé un impact social, économique en Afrique francophone? Quelles sont justement leurs spécificités sur la zone Afrique francophone? C'est ce que je vous propose donc de découvrir à travers ce diaporama en répondant au mieux à quelques-unes, à l'ensemble de ces questions. Donc je vous propose donc d'aller sur ce lien où vous retrouverez justement une carte de la Banque mondiale avec l'ensemble des SAEI répertoriés par l'étude qui sont affichés sur cette carte qui est accessible en ligne lorsque vous allez donc sur le lien proposé dans la biographie. Avant de rentrer davantage dans les détails, j'imagine que vous vous posez la question de savoir quel est l'historique de ces SAEI, d'où ce concept est-il originaire. Donc très rapidement, pour introduire l'idée, il faut savoir que c'est un concept originaire des États-Unis. C'est à partir de la fin des années 70 que
certaines entreprises ont décidé de partager des locaux et donc de mutualiser certaines ressources aux États-Unis. Donc ça, c'était le démarrage des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, mais notons que c'est plutôt à partir des années 80 que cette idée d'ouvrir donc des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, donc là des incubateurs d'entreprises, c'est à partir donc des années 80 que le concept est devenu s'est multiplié aux États-Unis, porté par des universités qui ont voulu offrir ce service à leurs étudiants qui souhaitaient entreprendre ou leurs diplômés. On a compté environ 12 incubateurs aux États-Unis dans les années 80. C'est très peu, mais c'était le démarrage. Et ces universités, enfin les incubateurs de ces universités offraient donc aux startups, entrepreneurs, PME, du soutien, de l'expertise et certains outils pour réussir sur un marché qui devenait de plus en plus compétitif. Alors plus récemment, une étude américaine a démontré que les incubateurs représentaient une excellente solution pour le développement économique aux États-Unis. Là, nous restons dans le contexte états-unien. Et cette étude a donc révélé que les incubateurs réduisaient le risque d'échec des startups et qu'ils jouaient également un rôle primordial pour le développement économique et la création d'emplois. Avec cette étude qui a démontré que le retour sur investissement de l'investissement public a été calculé à 4,96 $ pour chaque dollar de subvention publique allouée. Donc ici, ce sont les principales conclusions de cette étude que je vous invite à découvrir un petit peu plus en détail en cliquant sur ce lien numéro 2 dans la bibliographie. Donc voilà, le concept des SAEI est né aux États-Unis à partir, disons, des années 80 pour se multiplier et être en croissance très rapide depuis les années 2000. À partir des années 2000, oui. Essayons, avant d'aller dans le détail de ce que font les SAEI, aussi de comprendre les termes, le vocabulaire utilisé. C'est vrai qu'en anglais, on parle d'incubateur, incubator, ou business incubator, incubateur de start-up. C'est un terme générique en anglais qui désigne toute structure d'appui à l'entrepreneuriat. En anglais, on parle communément d'incubateurs et ces incubateurs apportent des services d'accompagnement aux entrepreneurs. En français, donc dans le monde francophone, il y a plusieurs termes pour désigner les structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Nous avons les termes de couveuse, d'accélérateur, de laboratoire de fabrication, de pépinière, d'hôtel d'entreprise, d'espace de travail collaboratif, d'espace de co-création et aussi, vous le connaissez certainement, ce terme d'incubateur qui sont les plus communément utilisés. Alors, vous me demanderez pourquoi on a toute cette diversité de vocabulaire dans la langue française. Il y a effectivement bien une raison, puisque chacune de ces structures se positionne théoriquement différemment. Et donc, il existe tous ces termes de vocabulaire pour mieux comprendre car chacune de ces structures a vraiment son cœur de métier, sa raison d'être. Et cette présentation vous permettra de mieux comprendre ce que chacune de ces structures propose aux porteurs de projets ou aux entrepreneurs. Pour faire plus simple, on conviendra de l'acronyme SAEI pour désigner ces structures qui offrent chacune des services différents pour répondre aux besoins de la cible à laquelle elles s'adressent. Alors, à qui s'adressent justement ces SAEI? Quelle est sa cible? Alors, une SAEI a une ou plusieurs cibles. Celle-ci peut être plus ou moins mature. Une SAEI peut s'adresser, ces services peuvent s'adresser à des porteurs d'idées de création d'entreprise,
Ils souhaitent valider leur idée d'entreprise, leur concept, ils souhaitent prototyper un premier service ou un premier produit et peuvent être intéressés par les services d'une SAEI. Le public peut également être un entrepreneur au démarrage. Dans le monde francophone, ces start-upers, on les appelle souvent les jeunes pousses. Donc ce sont de jeunes entrepreneurs. Ou alors, les SAEI peuvent également s'adresser à des sociétés qui sont déjà bien structurées, qui ont un chiffre d'affaires, qui sont en croissance et qui peuvent également être intéressées par leurs services. Les profils des bénéficiaires des SAEI ou des clients des SAEI sont également très diversifiés. Dans les incubateurs ou les accélérateurs, le public est généralement diplômé avec un parcours assez varié. On peut rencontrer dans les SAEI des jeunes qui sortent de l'université et également des cadres qui ont envie d'entreprendre, de créer leur propre structure et qui ont un savoir-faire et un réseau d'affaires déjà acquis. On peut également rencontrer dans les SAEI des chercheurs, des techniciens qui ont envie de transformer une idée ou voire un brevet en entreprise. Dans d'autres SAEI, type espace de coworking, espace de co-création, on rencontre le plus souvent des travailleurs indépendants, des travailleurs freelance comme on dit en anglais, des entrepreneurs au démarrage, des travailleurs nomades qui ont besoin d'espaces de travail ponctuels, voire même des artistes. Et aussi, selon le positionnement de la SAEI, l'attractivité pourra être plus forte auprès de certains profils où la sélection au sein de la SAEI sera faite sur la base des compétences. Certaines SAEI ciblent particulièrement les entrepreneurs sociaux, d'autres ciblent les agriculteurs, voire les ingénieurs. Pour d'autres, ils ciblent les spécialistes des TIC, etc. Donc, vous l'aurez compris, le public cible des SAEI est très diversifié. Retenons que les SAEI se donnent pour mission d'aider les porteurs de projets à se lancer ou les entrepreneurs à développer leurs activités. Quels sont les critères de sélection des SAEI, c'est-à-dire quels porteurs de projets ou quelles entreprises les SAEI décident-elles d'accompagner? Alors, il y a 3 types de critères. Alors, premièrement, il peut s'agir d'un critère purement économique et financier, donc c'est-à-dire on cherche surtout à rentabiliser la structure, la SAEI. Donc, on cherchera à savoir si l'entrepreneur a bien la capacité à payer pour le service, par exemple à payer pour la location d'un bureau qu'on mettra à sa disposition, ou alors, parfois, on cherche à proposer à l'entrepreneur de redistribuer une part de ses bénéfices, voire à céder des parts de son capital en échange des services d'accompagnement qui lui sont octroyés. Dans certains cas, les critères de sélection sont des critères relativement souples. On demande à l'entrepreneur d'accepter, disons, une charte qui affirme un certain nombre de valeurs et de règles collaboratives. Et enfin, dans de nombreuses SAEI, les critères de sélection sont mixtes. On étudie la maturité de l'entreprise, on regarde son secteur d'activité, on regarde son potentiel d'innovation, ce que l'entreprise propose, et donc on sélectionnera des entreprises en fonction de certains critères relatifs à ces éléments-là. Très souvent aussi, les SAEI cherchent à avoir de l'impact, donc ils vont regarder si les entreprises qu'ils accompagnent ont vraiment un potentiel en termes de création d'entreprise, en termes de création d'impact social et ou environnemental. Donc, dans le cas où les critères de sélection sont
complexes, sont mixtes comme ceux qui sont décrits ici. Il y a souvent un comité de sélection qui est mis en place par la SAUI qui statue sur l'acceptation ou non du dossier des entrepreneurs pour prendre des décisions qui soient vraiment portées sur un consensus. Donc, en conclusion de cette slide, vous comprendrez que les SAUI définissent chacune leurs critères de sélection selon plusieurs critères qui sont dépendants de leur mission, de leur objectif, mais aussi de leur capacité d'accompagnement, autant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, et aussi et surtout, ils définissent leurs critères selon leur modèle économique. Quels sont les services communément proposés par les SAUI? Alors, il y a plusieurs types de SAUI. Nous les avons cités tout à l'heure, les couveuses, les incubateurs, accélérateurs, pépinières, etc. Mais on peut catégoriser quand même 4 types de services qui sont le plus souvent proposés par les SAUI. Tout d'abord, c'est un des services les plus importants, ils proposent de l'accompagnement sous forme de conseils, de formation, de suivi personnalisé ou de suivi collectif. Donc c'est là une des plus grandes valeurs ajoutées des SAUI. Ensuite, ils peuvent également proposer des locaux, c'est-à-dire mettre des bureaux à disposition des entrepreneurs, mais aussi des salles de réunion, parfois des laboratoires de recherche pour prototyper, également des équipements qui peuvent être des équipements de bureautique ou d'autres équipements plus pointus pour réussir à développer des produits. En troisième, j'ai donc ici noté du réseau, car c'est un des services aussi majeurs qui est proposé par les SAUI pour éviter aux entrepreneurs d'être isolés. Donc le réseau, c'est vraiment la capacité de la SAUI à donner à l'entrepreneur un accès à une communauté d'entrepreneurs, de le faire participer à des événements, toujours dans l'objectif de lui permettre de créer ou développer son entreprise. Quatrième service communément proposé, c'est aussi de l'appui au financement. Donc là, il peut s'agir d'appui à la recherche de fonds, de bourses pour entreprendre, mais aussi faire de la mise en relation avec des investisseurs qui peuvent aussi être un grand coup de pouce quand on crée son entreprise ou quand on souhaite la développer. Donc voici les 4 grands services, 4 grands types de services que les SAUI proposent. Mais nous verrons dans les slides suivantes que pour chacune de ces structures, il y a vraiment une gamme de services qui est différente et qui dépendent beaucoup de la capacité de la structure et de sa stratégie et du public auquel elle s'adresse. Parlons ici des types de structures. Donc, une SAUI peut être fondée, lancée par une personne qui est autonome. Alors, je prends ici l'exemple de Cube, qui est une structure du Togo, ou un groupe d'entrepreneurs. Là, je cite par exemple Donilab au Mali. Certaines SAUI peuvent être fondées par plusieurs fondateurs, et là, je prendrai l'exemple, par exemple, du CETIC au Sénégal, ou alors de SIPMEN au Niger. Une SAUI peut être lancée par une structure, type une école ou une université. Nous avons l'exemple au Bénin avec UAC Startup Valley. Une SAUI peut être aussi rattachée à un centre de recherche. On a l'exemple par exemple au Sénégal avec Innodev. Ou alors rattachée à une structure publique, comme la Business Academy de l'ADPME au Sénégal également, ou alors rattachée à une ONG. Nous avons l'exemple au Togo avec InnoUp, qui est rattachée à une association de femmes entrepreneurs. La finalité d'une SAUI, elle peut être
à but lucratif ou à but non lucratif. Alors là aussi, nous avons des exemples. Par exemple, IF et entrepreneuriat qui est basé en RDC ou la fabrique au Burkina Faso sont bien des SAEI à but lucratif. À but non lucratif, nous avons l'exemple par exemple du Technopole 2i au Burkina Faso ou de Active Spaces au Cameroun. Le statut juridique peut être public-privé. Nous avons les exemples de Saboutek en Guinée, de JA Gabon, donc au Gabon, ou de Créatim au Mali. Le statut juridique peut être également privé, avec Wagalab au Burkina Faso, Ogwelab, Lumumba Lab, ou enfin il peut être public avec l'incubateur qui est basé au Burkina Faso et qui s'appelle PIF SA dans le domaine agroalimentaire. Donc toutes ces formes, on les retrouve dans le panorama des SAEI en Afrique francophone. Vous voyez qu'il y a vraiment une très très grande diversité. Le statut juridique associatif à but non lucratif est quand même le statut qui est le plus fréquent en Afrique francophone en tout cas. Mais chaque structure a vraiment ses spécificités et la structuration juridique donne toujours certains avantages voire inconvénients. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une grande diversité pour les SAEI. Je vous laisse donc regarder ce schéma qui tente de positionner les SAEI en fonction de leur stratégie d'intervention. Donc ce positionnement est relativement théorique puisque a priori elles se positionnent de cette façon dans leur façon d'intervenir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certaines structures qui ne répondent pas vraiment ou qui ne collent pas forcément à ce schéma. Mais essayons donc de positionner ces SAEI. Donc certaines répondent aux besoins de porteurs de projets, c'est-à-dire d'entrepreneurs qui n'auraient pas encore créé leur structure mais qui ont vraiment l'envie d'entreprendre. Donc nous avons là la couveuse qui répond à cette cible et nous avons également les incubateurs qui répondent à cette cible, mais pas seulement. Les incubateurs répondent également aux besoins des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise. La pépinière, l'accélérateur et l'hôtel d'entreprise proposent également une gamme de services assez différente, mais ces trois types de structures répondent bien aux besoins des entrepreneurs et parfois, souvent même, de leurs collaborateurs. Enfin, nous avons les espaces de travail collaboratif et les laboratoires de fabrication, donc LabFab ou FabLab en anglais, et ceux-là répondent aux besoins des entrepreneurs avant ou après la création d'entreprise. Ils peuvent répondre à des besoins continus ou ponctuels de tout type d'entrepreneur, quel que soit son niveau de maturité. Après cette introduction des concepts clés, je pense qu'il est maintenant temps de plus rentrer dans les détails pour comprendre les services et les finalités de chacune de ces formes de SAEI. Commençons par la couveuse. La couveuse, donc, pour tester son idée. Qu'est-ce qu'une couveuse? La couveuse, c'est une structure qui accompagne un porteur de projet avant que son entreprise ne soit créée, disons juridiquement. Il s'agit bien sûr d'un entrepreneur, mais il n'a pas encore créé son entreprise. Il souhaite créer cette entreprise, mais avant, il s'agit de valider le concept, l'idée de l'entreprise, avant de pouvoir vraiment sauter le pas et donc créer cette entreprise. La couveuse, elle peut accompagner ce porteur de projet en lui apportant des conseils pour entreprendre avec certains services d'appui.
qui peuvent être par exemple de la formation ou la mise à disposition d'un espace de travail ou l'accès à un réseau. Voilà. Mais disons que c'est un lieu d'apprentissage qui permet au porteur de projet de tester la viabilité économique de son projet de création d'entreprise. Alors, pour être un peu plus clair et se mettre plus dans le contexte qui nous est donné, il est vrai que ce terme de couveuse est très peu utilisé dans l'écosystème francophone en Afrique. Pourtant, il y a beaucoup de bénéficiaires ou de clients des SAEI qui sont justement à cette première étape qui est de tester leur idée d'entreprise. Et beaucoup de SAEI proposent une offre de ce type, une offre de type couveuse, à des personnes qui aimeraient créer leur entreprise. Mais si vous recherchez des structures type couveuse en Afrique, vous aurez bien du mal à en trouver puisque souvent ils s'appellent plutôt des incubateurs. Il faut dire aussi que dans les États d'Afrique francophone, il n'y a pas forcément de soutien ou d'encadrement législatif ou juridique qui est proposé par les pouvoirs publics. À la différence de la France, où l'État encourage le développement de ces lieux avec un soutien législatif, juridique et financier, car ces lieux sont des véritables outils de développement économique pour ceux qui souhaitent justement entreprendre. Pour aller plus loin dans la découverte des couveuses, je vous invite à aller sur ce lien, sur ce dossier qui s'appelle Couveuse d'entreprise, accompagnement renforcé, pour découvrir justement le dispositif qui existe en France. On ne n'est pas patron, les couveuses prennent sous leurs ailes ceux qui souhaitent mettre le cap sur l'entrepreneuriat. Jeunes ou seniors, allocataires du chômage ou travailleurs à temps partiel. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce type de SAEI qu'est la couveuse, vous pouvez cliquer sur le lien. Sinon, continuons sur cette présentation. Passons maintenant aux incubateurs. Donc l'incubateur pour, disons, éclore et innover. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est une structure qui accompagne des projets de création d'entreprise et qui apporte généralement un appui en termes d'hébergement, mais aussi de conseils, voire de financement, lors des premières étapes de la vie de l'entreprise. Donc, comme on l'a vu précédemment, il peut s'agir d'entreprises en création ou d'entreprises déjà créées, mais toutefois encore très jeunes. L'objectif donc de l'incubateur, c'est de soutenir cette étape clé de gestation de ces projets. Ce sont souvent donc des projets à caractère innovant qui nécessitent une véritable réflexion, une maturation avant véritablement de pénétrer le marché, avant de rentrer dans la phase de commercialisation. Le potentiel de développement est a priori important en termes de revenus, d'emploi, d'impact, mais il est nécessaire de réussir cette étape de conception de développement pour assurer une meilleure performance. Ces incubateurs, ils sont parfois spécialisés dans des secteurs particuliers. C'est peut-être le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, le domaine des technologies, du numérique, de l'énergie. On l'a vu aussi précédemment par rapport au public cible. Donc là, la maturité de l'entreprise est sont plutôt de jeunes entreprises. Mais parfois, le public, la SAEI peut choisir de cibler un public particulier, comme les étudiants ou les jeunes diplômés. Ça peut être les femmes, les jeunes, les chercheurs, et parfois aussi le public est généraliste et la SAEI, enfin l'incubateur n'aura pas forcément défini un public particulier. Le modèle de l'incubateur peut reposer sur un modèle public, c'est-à-dire recevoir des subventions ou des avances remboursables, mais parfois il peut s'agir d'un modèle privé
où le coût de fonctionnement de l'incubateur sera là alors répercuté sur l'entrepreneur de façon totale ou partielle, donc par de l'allocation d'espace, par de la prise de participation, etc. Les services proposés par les incubateurs sont donc variables et ça peut être de la mise à disposition de bureaux, d'espaces de travail partagés, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching personnalisé, également du conseil senior, du mentoring. Et enfin, ça peut être un appui à la levée de fonds, une aide financière, également de la mise en réseau et aussi de l'appui à l'innovation pour développer les produits et services. Voici en résumé ce qu'est un incubateur, ce qu'offre un incubateur. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'exemple d'un incubateur très performant au Canada qui a été lancé il y a maintenant 10 ans et qui accueille déjà plus de 1000 startups et vous verrez comment une structure type incubateur peut avoir un formidable impact à un niveau quasi national. Donc je vous invite à lire cet article si vous souhaitez en savoir plus avec cet exemple du Canada. Voyons ensuite la pépinière. Donc la pépinière, disons que c'est un espace pour se développer tout en restant accompagné. Donc la pépinière est une structure qui offre un cadre de travail, c'est-à-dire un environnement, voire un accompagnement qui facilite le développement de l'entreprise à des coûts qui sont a priori plus accessibles que l'offre du marché classique. Donc la pépinière est vraiment une structure pour booster encore davantage les entreprises qui sont déjà créées, mais qui ont besoin ou qui recherchent un cadre de travail favorable à leur développement, avec toujours du conseil pour mieux se développer ou plus rapidement en tout cas. Donc une pépinière, c'est un lieu d'échange, un lieu de réseau pour des entrepreneurs qui sont déjà en activité. On peut y trouver du soutien, de l'accompagnement, avec des services qui sont soit sur mesure, c'est-à-dire individualisés, ou alors collectifs. Donc conseils, formation, services mutualisés pour les entrepreneurs, c'est cela qu'ils viennent rechercher. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser au sein d'une pépinière? Alors on a l'exemple des bureaux qui peuvent être privatifs ou ouverts, type open space, et qui sont le plus souvent équipés, bien connectés et qui permettent donc de travailler dans des bonnes conditions à des coûts qui sont partagés avec tous ceux qui sont présents au sein de cette pépinière. On peut également mutualiser des services d'accueil, des équipements de reprographie, des salles de réunion, des locaux pour stocker des produits et autres. Enfin voilà. Mutualiser ses coûts, c'est aussi faire qu'ils soient le plus accessibles pour chacun. En principe, l'accès dans une pépinière est limité dans le temps, avec en moyenne une offre qui peut être proposée entre 1 et 3 années. Donc le temps nécessaire pour se développer, mais tout en restant accompagné. Passons ensuite à l'accélérateur. L'accélérateur permet d'appuyer le développement commercial et financier d'une start-up dans un temps limité pour se développer très rapidement. Alors, plus particulièrement, on définira un accélérateur comme une structure qui appuie le développement d'entreprises déjà créées, mais souvent encore jeunes, avec un fort potentiel de croissance. Vous connaissez certainement des entreprises qui sont déjà passées par un programme d'accélération. On peut citer par exemple Airbnb et Uber, qui sont justement des startups qui se sont développées très très rapidement et qui ont eu accès à un programme d'accélération. Donc l'accélérateur propose un accompagnement adapté pour que l'entrepreneur revoie sa structuration ou réétudie son positionnement stratégique ou encore change d'échelle ou duplique son modèle sur d'autres pays. L'accélérateur offre des programmes courts de formation
et de renforcement des capacités. En moyenne, c'est 6 mois, ce qui permet à l'entrepreneur de finaliser, disons, un nouveau produit ou service, ou de revoir son plan d'affaires pour pouvoir accélérer le développement commercial et financier de l'entreprise. Dans un accélérateur, l'appui à la levée de fonds fait partie intégrante de l'offre. L'accélérateur, c'est une structure qui a une forte capacité à créer du réseau, à faire de la mise en relation pour les affaires et ou à organiser des événements de promotion de ces entrepreneurs pour qu'ils réussissent justement à se développer plus rapidement. L'accélérateur est souvent orienté vers un secteur d'activité en particulier, est souvent spécialisé sur un créneau de marché car il faut vraiment avoir une expertise très pointue pour les entreprises qu'on accompagne. Il faut vraiment que les compétences soient réunies pour réussir justement à accélérer l'entreprise. Et le plus souvent, les accélérateurs sont à but lucratif et se rémunèrent sur des prises de participation ou des financements mixtes avec l'entreprise qu'ils accompagnent. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension donc de ce qu'est un accélérateur, je vous invite à cliquer sur ce lien que j'ai trouvé très intéressant. C'est un article qui présente la diversité des accélérateurs présents en France, avec le premier outil comparatif des positionnements, des offres et des services proposés justement par tous ces accélérateurs. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver ce type d'outil comparatif pour le continent africain, mais peut-être que l'un d'entre vous aura l'envie de le construire. En tout cas, si vous cliquez sur ce lien, vous verrez qu'il y a une grande diversité d'accélérateurs présents sur le territoire français, avec des résultats plus ou moins intéressants et aussi donc un business model, une façon de se rémunérer qui est toujours propre à chacun de ces accélérateurs. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause à cette vidéo pour pouvoir consulter cet article en ligne. L'hôtel d'entreprise. Alors, un hôtel d'entreprise est un lieu d'hébergement pour les entreprises qui n'offre pas de soutien ou d'accompagnement à la différence des pépinières. L'hôtel d'entreprise est attractif car elle propose quand même un environnement stimulant pour réussir à ne pas entreprendre de façon isolée et donc partager un espace de travail avec d'autres entrepreneurs. Ce sont souvent des espaces suffisamment grands et sécurisés pour permettre aux entreprises d'évoluer dans de bonnes conditions. Les hôtels d'entreprise proposent aussi parfois une mutualisation des activités, comme par exemple la commercialisation des produits de façon mutualisée ou mutualiser les capacités de production. Ça peut être quelque chose qui est proposé au sein d'un hôtel d'entreprise ou alors un appui fiscal et bancaire pour les entreprises au sein de cet hôtel d'entreprise. Comme je l'ai dit, contrairement aux pépinières, les hôtels d'entreprise n'offrent qu'un hébergement et des moyens mutualisés et souvent ce n'est pas limité dans le temps. Donc dans le contexte d'Afrique francophone, il existe très peu d'hôtels d'entreprise, mais c'est un concept qui commence à se développer avec des acteurs qui sollicitent les pouvoirs publics pour que ces derniers accordent des facilités incitatives pour ces entrepreneurs, sous réserve que ces derniers contribuent au développement socio-économique du pays. Donc ce sont des exemples que j'ai pu rencontrer ces dernières années, mais c'est vrai que c'est un concept qui existe encore très peu. On entend souvent parler aussi de quartiers industriels, de technoparcs, de technopoles, voire d'espaces PME, qui sont des concepts qui ressemblent à cette idée d'hôtel d'entreprise qui peut être rencontrée dans d'autres pays à travers le monde. Le
Fab Lab. Donc Fab Lab, c'est un concept anglophone. En français, on parlerait de laboratoire de fabrication, Lab Fab, ou de laboratoire numérique de fabrication. Là, l'idée, c'est vraiment de réussir à y concevoir des innovations technologiques. Un Fab Lab, c'est un lieu qui est ouvert à tout type de public et où on met à disposition des personnes qui fréquentent ces lieux des machines-outils pilotées par ordinateur, type imprimante 3D, pour concevoir et réaliser des objets. Donc, le principe au sein d'un Fab Lab, c'est vraiment de partager les espaces, les machines, les compétences et les savoirs. Ce sont vraiment des lieux d'ouverture qui s'adressent à tout type de public, qu'ils soient entrepreneurs, designers, artistes, bricoleurs, étudiants, hackers, etc. Tout le monde est le bienvenu, si tant est qu'il partage toutes ces valeurs relatives au partage et à l'ouverture. Les Fab Labs, ce sont des espaces de rencontre et de création collaborative qui permettent donc de fabriquer des objets. Donc ça peut être de la gravure, de fabriquer des circuits imprimés, des moules, des objets décoratifs, des prothèses, etc. Mais ça permet aussi de transformer ou de réparer des objets de la vie courante. En tout cas, c'est vraiment un espace d'innovation technologique. Les Fab Labs sont apparus d'abord aux États-Unis à la fin des années 90 à l'initiative du MIT et la tendance s'est dupliquée à travers le monde. En Afrique, on compte aujourd'hui une trentaine de Fab Labs, dont une dizaine en Afrique francophone. Alors, si vous souhaitez vous aussi mieux comprendre ou entrer et travailler au sein d'un Fab Lab, vous pouvez consulter cette carte et voir s'il y a un Fab Lab près de chez vous. L'espace de travail collaboratif, donc pour travailler ensemble, comme son nom l'indique. Alors, on entend parfois parler d'espace de co-création, de tiers-lieux ou d'espace de coworking, qui est un mot anglophone mais largement utilisé dans le vocabulaire francophone. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un espace de travail partagé qui accueille des travailleurs ou des entrepreneurs qui souhaitent donc travailler ensemble et qui sont dans une dynamique d'échange et d'ouverture. Ce sont des espaces de travail collaboratifs qui sont a priori ouverts à toute personne qui recherche un lieu de travail avec des services à coût partagé et qui acceptent du coup un certain nombre de valeurs qui sont donc disons obligatoires pour permettre ce travail collaboratif d'exister. Souvent, au sein de ces espaces de travail, on va pouvoir partager des bureaux, souvent ouverts, en open space. On y retrouve aussi donc des salles de réunion que l'on peut utiliser selon les besoins. On retrouve des équipements informatiques mutualisés. On retrouve souvent un coin cuisine qui permet et aussi qui est un endroit convivial pour pouvoir échanger, partager un café, un repas ensemble, échanger et donc peut-être trouver des opportunités de collaborer dans ces lieux très ouverts qui encouragent la collaboration. Au sein d'un espace de travail collaboratif, vous pouvez a priori y travailler à la journée, à la semaine, au mois ou y travailler sur une période plus longue. Mais en général, vous pouvez louer un bureau ouvert ou fermé en fonction de vos besoins. Il y a donc un fonctionnement partagé, mais c'est vraiment l'idée que l'échange et la convivialité y sont encouragés. Et donc on peut travailler avec tout type de travailleurs indépendants qui parfois partagent les mêmes intérêts que vous. C'est adapté aussi bien aux entrepreneurs
que à des travailleurs nomades, des artistes et autres personnes qui ont simplement cette envie donc de partager des bureaux et, si possible, de travailler également en collaboration avec les autres. Le coworking se développe très rapidement, mais il y a plus de 5800 espaces recensés dans le monde et selon cet article que j'ai trouvé en ligne, leur nombre double chaque année. En Afrique, il y aurait plus de 500 000 coworkers répertoriés en 2016 dans 2250 espaces, alors qu'on en comptait seulement 24 en 2013. Donc il paraît que c'est en Égypte, en Afrique du Sud et au Maroc qu'on trouve le plus grand nombre d'espaces. En tout cas, c'est vrai que cette façon de travailler est de plus en plus sollicitée par les entrepreneurs et travailleurs indépendants et aussi par le fait que de plus en plus on peut être autorisé à travailler à distance même lorsque l'on est salarié d'une entreprise. Donc voici cette présentation relative aux espaces de travail collaboratif et vous pouvez en savoir plus en cliquant sur la référence indiquée ici. Nous avons donc parcouru la plupart donc, des types de structures de SAEI existantes. Nous avons vu ce qu'est la couveuse, l'incubateur, l'accélérateur, la pépinière, l'hôtel d'entreprise, le Fab Lab et l'espace collaboratif. Conformément au schéma qui a introduit ces types de structures, ils ne ciblent pas forcément le même public et leurs services sont aussi différents puisque leur cible n'attend pas les mêmes services. Et ensuite, comme vous pouvez le voir sur ces résumés des caractéristiques majeures, même au sein d'une même structure, type accélérateur par exemple, on ne retrouvera pas forcément les mêmes services, comme on l'a déjà dit précédemment, en fonction des moyens, de la mission, des objectifs que se sont donnés chacun des accélérateurs, ils ne vont pas forcément proposer les mêmes services. En tout cas, chacun se positionne aussi selon ses ambitions, ses capacités, ses moyens. Et donc, il y a au sein même de ces structures une grande diversité d'offres de services qui est proposée. Alors, si je suis entrepreneur ou porteur de projet, quel SAEI je dois choisir? Alors, c'est vrai que pendant le parcours d'un entrepreneur, on peut avoir besoin de services différents. On n'a pas toujours... on peut choisir une SAEI en fonction de ses besoins à un moment T dans sa vie d'entrepreneur. On va peut-être aussi choisir, on aura peut-être un choix assez grand selon l'attractivité de son projet. Parfois, les SAEI sont vraiment à la recherche de talents, d'entreprises qui ont vraiment un fort potentiel. Parfois aussi, on fait en fonction de l'offre du marché. Selon le pays dans lequel on se trouve, on a plus ou moins d'opportunités d'intégrer une SAEI, qui sont plus ou moins nombreuses. Et aussi, on va étudier les avantages qu'on peut retirer d'intégrer une SAEI. Il faut savoir que chaque entrepreneur ou chaque porteur de projet est unique, tout comme il n'y a pas de SAEI identique. Nous conseillons quand même à l'entrepreneur de prendre le temps d'évaluer le potentiel de la SAEI, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients à la rejoindre. Et en fonction de ses besoins, l'entrepreneur pourra justement choisir si il y a une SAEI qui est adaptée à ses besoins et quelles sont donc les opportunités pour rejoindre l'équipe d'une SAEI. Quelle SAEI pour quel besoin? Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de SAEI en Afrique francophone qui combinent plusieurs services. Alors, il y a des SAEI qui offrent des services aussi bien d'incubation que de travail collaboratif. D'autres ont des services d'incubation et d'accélération. D'autres ont des services d'incubation et gèrent également une pépinière, etc., etc. Donc, pour les SAEI, c'est vrai qu'en Afrique, ils ne sont pas forcément seulement incubateurs ou seulement pépinières ou seulement espaces de travail collaboratif. En Afrique et francophone aussi, il
faut d'abord répondre aux besoins de l'écosystème. Et puis également trouver un modèle économique qui soit durable pour la SAEI en question. Donc, il y a donc beaucoup de SAEI qui n'offrent pas seulement un seul et même service et qui combinent plusieurs services, ce qui peut être aussi un atout pour ces entrepreneurs qui décident de rejoindre telle ou telle SAEI. Voilà, chacun doit pouvoir étudier la SAEI selon ses besoins et son niveau de maturité pour décider si oui ou non cela lui permettra de créer ou de développer son entreprise, de mieux la créer, mieux la développer ou plus rapidement. Après avoir donc vu la diversité des SAEI existantes, ce que je vous propose, c'est donc de faire un zoom sur quelques SAEI en Afrique francophone. Donc, les slides qui suivront présentent quelques-unes des SAEI qui existent en Afrique francophone. C'est l'idée de présenter plusieurs initiatives sans jugement sur leur capacité à réellement faire grandir, évoluer des entrepreneurs. Simplement, je vous présente ici quelques SAEI qui existent en Afrique francophone pour vous permettre de mieux comprendre ce qu'elles font dans plusieurs pays d'Afrique. Je reviens ici sur cette carte dont j'avais parlé en introduction, qui a été conçue par la Banque mondiale avec cette petite phrase que j'ai appréciée, disant « Jamais l'écosystème de l'innovation en Afrique ne s'est porté aussi bien, comme le montre cette carte des incubateurs dans le monde. Le continent compte 176 incubateurs en 2016, dont une grande majorité proviennent de la société civile. » Donc, il n'a pas été simple pour moi de choisir les incubateurs que je vais vous présenter dans les slides suivantes, mais j'espère en tout cas que cela vous donnera un meilleur aperçu des incubateurs qui peuvent exister sur le continent. Le CETIC, incubateur et accélérateur pionnier en Afrique de l'Ouest, alors plus précisément basé à Dakar au Sénégal. C'est une structure qui a ouvert en 2011 et qui s'est spécialisée pour répondre aux besoins des entrepreneurs dans les TIC et dans les technologies mobiles. Donc le CETIC, qui est une structure très connue en Afrique francophone, de par son caractère pionnier, propose des services à la fois d'incubation et d'accélération. Donc, comme vous l'avez compris, les services d'incubation s'adressent à des porteurs de projets et des PME qui sont à fort potentiel et qui sont donc accompagnés par le CETIC par rapport au suivi administratif, au suivi comptable et fiscal. Ils bénéficient aussi de conseils juridiques et de conseils en ressources humaines, de business development, de services de communication et d'événementiel et aussi d'appui à la levée de fonds. Le CETIC propose aussi un programme d'accélération pour faire décoller les meilleures startups du Sénégal. Ces entreprises-là, ces startups, bénéficient de locaux équipés, d'ateliers de formation, bénéficient donc de l'accès à des événements et un réseau, d'une visibilité médiatique et également d'échanges avec d'autres entrepreneurs. Pour structurer et animer l'écosystème des entrepreneurs et l'écosystème TIC du Sénégal et du continent, le CETIC organise beaucoup d'événements avec des formats très originaux comme des rencontres d'affaires, des bootcamps, des hackathons, des coding days, des pitch battles comme ils les appellent, et offre aussi pas mal de services aux entreprises. De par son expérience et son expertise, le CETIC est aussi sollicité pour mettre son expérience au service d'autres incubateurs qui naissent en Afrique.
Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur le CETIC, n'hésitez pas à cliquer sur les liens de cette référence numéro 8. Ensuite, présentons Abaca à Madagascar, qui est également un centre d'innovation technologique. Alors, Abaca regroupe une communauté technologique malgache. Dans communauté, on entend des entrepreneurs dans les nouvelles technologies, mais aussi des développeurs, des technophiles, des blogueurs, pour ensemble construire un écosystème autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique. Que fait Abaca? Alors Abaca, depuis sa création, mène des activités de formation, organise des événements et met également un espace de coworking à disposition de la communauté. Plus récemment, Abaca, c'est également un Fab Lab qui a été ouvert en partenariat avec un centre de recherche pour de l'innovation technologique, pour concevoir des projets numériques innovants. Abaca propose aussi de l'incubation de projets d'entreprise en travaillant avec des organisations spécialisées dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Abaca accompagne des startups dans le domaine de l'urbanisme, de la sécurité, de la qualité de vie en milieu urbain, mais aussi des technologies au service de l'agriculture ou encore des transports. Toujours en s'appuyant sur le potentiel des innovations technologiques et numériques. Abaca, c'est une communauté de 900 membres virtuels actifs, de 118 membres des différentes communautés technologiques et de 800 jeunes développeurs. Vous voyez ici quelques photos de la communauté technologique qui a été initiée par Abaca à Madagascar. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours cliquer sur les liens proposés en référence. Ensuite, j'ai souhaité vous présenter JA, l'acronyme pour Junior Achievement, qui est une structure basée au Gabon. Donc JA, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Vous le voyez sur ce schéma, JA Gabon accompagne une grande diversité de jeunes et d'entrepreneurs avec des programmes qui leur sont spécifiquement dédiés et une offre très diversifiée pour répondre à un maximum de personnes. Depuis octobre 2014, JA Gabon gère aussi l'incubateur national et organise tous les 2 ans le Grand Prix de l'excellence à l'initiative du chef de l'État, qui est un concours de plan d'affaires. En 2015-2016, sur l'année 2015-2016, JA Gabon a formé et accompagné plus de 3000 jeunes Gabonais sur des questions d'entrepreneuriat, d'employabilité et d'éducation financière. Plus récemment, JA Gabon anime également l'espace PME qui a été souhaité et mis en place par le ministère des PME au Gabon. Il s'agit là d'un espace d'écoute, de soutien et de formation et aussi d'échange et de travail qui met à disposition donc des entrepreneurs des espaces de coworking et aussi de la documentation sur de la veille réglementaire, qui propose des ateliers de renforcement des capacités et également un accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs. Donc JA Gabon a une offre de services très très diversifiée et un impact assez large, en tout cas sur les jeunes qui souhaitent développer leurs compétences et également entreprendre. Vous pouvez en savoir davantage en cliquant sur les liens proposés sur cette référence. Alors Jocolabs ensuite, Jocolabs a été inspiré par la culture communautaire et collaborative du mouvement open source et la dynamique de partage du web 2.0. Jocolabs a été l'un des premiers espaces de travail collaboratif qui a ouvert sur le continent africain. Il a été ouvert en 2010, d'abord à Dakar, et c'est donc aujourd'hui un véritable écosystème de l'innovation ouverte et un cluster virtuel pour la transformation sociale. Jocolabs est actif dans 8 pays en Afrique et a également
plusieurs espaces en France. Qu'est-ce que c'est vraiment Jocolabs? Jocolabs, c'est d'abord un réseau d'espaces d'innovation. Donc, il y a à ce jour 12 hubs. Il s'agit donc d'un environnement où plus de 400 entrepreneurs créatifs et innovateurs développent à ce jour leurs activités. Jocolabs, c'est aussi une communauté d'entrepreneurs qui partagent des valeurs d'ouverture et de collaboration. Nous les appelons les Joco-workers. Ils ont accès à un cadre de travail de qualité où ils peuvent travailler, rencontrer d'autres entrepreneurs, collaborateurs. Ils ont l'opportunité donc d'apprendre ensemble, d'échanger et de travailler physiquement ou virtuellement ensemble. Jocolabs, de par son expertise, de par son expérience, est aussi aujourd'hui un action tank indépendant qui recherche des approches innovantes, souvent liées à l'économie numérique, pour répondre aux enjeux socio-économiques du XXIe siècle. Si vous souhaitez en savoir plus ou savoir s'il y a un espace Jocolabs à proximité de chez vous, vous pouvez cliquer sur les références proposées en bibliographie. La fabrique a pour vocation d'accompagner et de co-construire des entreprises sociales. La mission de la fabrique, c'est d'identifier des entrepreneurs sociaux à fort potentiel, de les accompagner dans la structuration et la mise en place de leurs projets, de soutenir le développement de ces initiatives privées dans le but de résoudre de grands défis sociaux et environnementaux en Afrique. La fabrique est basée à Ouagadougou au Burkina Faso et elle propose des services d'incubation avec un accompagnement très rapproché. Les entrepreneurs peuvent être accompagnés pour structurer leur modèle économique, pour réaliser des études de marché, pour rédiger leur business plan social, pour lever des fonds, pour être mis en réseau, pour justement mettre en œuvre de façon opérationnelle leur entreprise. Et ils ont aussi la possibilité d'accéder à un espace de travail équipé de qualité. En plus de ces services d'incubateur, la fabrique propose aussi donc, un espace de travail partagé, un accompagnement au changement d'échelle ou encore des ateliers de créativité et également de la formation. Je vous invite à partir sur le site internet de la fabrique pour voir justement quel type d'entrepreneur la fabrique accompagne et pour en savoir plus sur leur offre de services et leur méthode. Le Technopôle de Zieux a pour vocation de faire émerger des startups éco-innovantes en Afrique. Donc basé au Burkina Faso et rattaché, intégré même complètement à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Zieux, le Technopôle accompagne des ingénieurs entrepreneurs, ou plus particulièrement des startups innovantes à forte valeur ajoutée sociale et ou environnementale. Au sein de cette école d'ingénieurs qui forme sur les métiers de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, des infrastructures, il s'agit de permettre à ces ingénieurs de maturer des projets de création d'entreprise en leur offrant un appui managérial, technique, scientifique et financier. Pour ces ingénieurs entrepreneurs qui sont incubés au sein du Technopôle de Zieux, ils peuvent avoir accès à de nombreux services comme un accompagnement, un coaching managérial et des conseils juridiques pour rédiger leur business plan, voire même protéger leurs idées, parfois brevetables. Ils ont aussi accès à un coaching scientifique et un accès au laboratoire de recherche pour développer des prototypes, voire optimiser des produits existants. Un accès également à des formations continues et à des mobilités, des missions pour renforcer leurs compétences au sein parfois d'autres laboratoires ou des mobilités également pour rencontrer des partenaires. Ils ont également accès à un espace de travail équipé, un bureau et laboratoire, et peuvent être mis en relation avec des investisseurs privés ou publics dès qu'il y a besoin de financement.
Le Technopôle de Zieux a réalisé une courte vidéo où ils présentent leurs services. Je vous invite à cliquer sur le lien ou à aller visiter le site internet pour. Donc ensuite, en tant qu'espace de travail collaboratif et Fab Lab, voici WoLab au Togo, qui est un lieu d'échange, de co-conception et de créativité numérique. Il s'agit d'un espace de travail collaboratif pour ceux qui ont le goût de l'innovation et qui souhaitent partager le savoir numérique. Basé à Lomé, au Togo, ce centre d'innovation a contribué à l'émergence de plusieurs projets numériques qui ont beaucoup fait parler d'eux dans le web et les TIC, comme par exemple l'imprimante 3D open source Made in Africa, ou alors des techniques de micro-arrosage automatisé. Ils ont également permis à des projets de R&D dans l'agromobile d'émerger. Voilà, c'est un espace où les projets innovants, ou en tout cas portés ou non par des startups, bénéficient de conseils, d'une aide logistique et de coaching pour éclore. Chaque semaine, le WoLab propose aussi des enseignements qui sont gratuits sur le design, l'open source, la programmation informatique, le prototypage, et c'est devenu, et cela devient une école gratuite du web, également très accessible pour tous. Je vous invite à aller voir ce reportage réalisé dans le cadre de l'émission Réussite sur justement cet espace de travail collaboratif et sur un projet en particulier, la WAFAT, l'imprimante 3D Made in Africa. Je vous propose à présent de faire un zoom sur des réseaux existants en Afrique, des réseaux de SAEI existants en Afrique, pour que vous compreniez que beaucoup de ces structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant décident d'agir en réseau pour les avantages qu'ils peuvent en retirer. Donc cette liste est non exhaustive, mais présente quelques-unes des initiatives du continent, et au-delà du continent même. Donc nous avons AfriLabs par exemple, qui a été fondé en 2011 pour construire une communauté autour des espaces d'innovation et des pôles technologiques qui sont en plein essor depuis donc, les années 2000. Il s'agit d'une organisation réseau qui regroupe plus de 60 centres d'innovation dans plus de 100 villes africaines. AfriLabs permet à ses membres de partager des connaissances, de collaborer, de renforcer leurs capacités pour améliorer leur viabilité financière. AfriLabs propose également de nombreux programmes et événements pour ses membres. Donc là, il s'agit bien d'un réseau pour les SAEI dédiés à l'innovation et à la technologie. Il y a bien sûr un lien pour en savoir plus. En tant que réseau de SAEI, il existe aussi l'African Agribusiness Incubator Network, donc dédié à l'Afrique et dédié au secteur agro-industriel. AAIN réunit plus de 510 mentors qui sont expérimentés dans le secteur de l'agro-industrie et aussi plus de 140 incubateurs d'agrobusiness en Afrique. Et ils travaillent bien sûr en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels type FAO, Banque africaine de développement, AGRA, etc. Vous pouvez, si vous êtes intéressé par ce secteur d'activité et par ce réseau, cliquer sur le lien pour en savoir plus. Dans les réseaux de SAEI en Afrique, je citerai également Afrikinov, que vous connaissez tous, pour suivre ces formations. Afrikinov a pour objectif de renforcer et de professionnaliser davantage les SAEI en Afrique ou agissant avec l'Afrique. Donc le programme d'Afrikinov propose à ceux qui le rejoignent d'accéder à une plateforme web et médias pour les SAEI, d'accéder aussi à un centre de ressources pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat,
Afrikinov propose aussi un outil de suivi des startups en incubation, propose des programmes de formation pour les équipes en charge de l'accompagnement. Donc c'est donc bien dans ce programme que s'insère la formation que vous suivez actuellement. Afrikinov propose aussi un dispositif de financement d'amorçage pour les startups accompagnées par les membres de son réseau et également un processus de labellisation des structures d'accompagnement. Autre type de réseau que l'on peut rencontrer en Afrique, je citerai par exemple Malinov. Malinov, c'est donc une organisation fêtière pour le Mali et qui regroupe à ce jour 5 structures type SAEI basées au Mali, à savoir Createam, Donilab, Impact Hub, Jocolabs et Tetelizo. Donc, il s'agissait pour ces fondateurs de favoriser une dynamique commune, unitaire et de faciliter la lisibilité de l'écosystème national. Donc, ils se sont regroupés au sein d'une fêtière qui s'appelle Malinov. Donc l'objectif principal assigné à cette fêtière à ce jour est de professionnaliser les activités de ses membres. Dans les réseaux de SAEI en Afrique, il y a par exemple le réseau Impact Hub. C'est un réseau international qui offre à ses membres un écosystème de ressources pour s'inspirer, pour collaborer et, in fine, pour accroître l'impact des SAEI. Impact Hub se définit comme un laboratoire d'innovation, un incubateur d'entreprise, un centre communautaire. À ce jour, il y a plus de 15 000 membres regroupés dans une centaine de hubs présents dans 5 régions à travers le monde. En Afrique, il existe actuellement 6 Impact Hubs, dont un basé donc en Afrique francophone, à Bamako, donc Impact Hub Bamako. Autre réseau que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder précédemment dans l'une des slides, Jocolabs, qui est un espace d'innovation et de collaboration qui a été fondé en 2010 par Karim Sy. C'est un espace destiné à favoriser la créativité et l'entrepreneuriat sur les bases de l'open innovation et du logiciel libre. Il existe 12 hubs Jocolabs dans 8 pays d'Afrique et également en France. C'est une grande communauté qui fédère autour des sujets de l'entrepreneuriat numérique inclusif et innovant en Afrique. Je n'irai pas plus loin dans la description de tous les réseaux que l'on peut trouver, en tout cas en Afrique francophone. C'est une liste non exhaustive qui présente quelques initiatives qui visent aussi les acteurs francophones. L'adhésion à ces réseaux est soumise le plus souvent à des critères qui sont propres à ces réseaux, mais ces critères peuvent être d'ordre géographique par exemple. Il faut par exemple être basé dans un pays en particulier, par l'exemple de Malinov qui vise particulièrement les SAEI du Mali, spécifiquement les SAEI du Mali. Le critère peut être sectoriel, il faut parfois être spécialisé dans un secteur d'activité comme l'agrobusiness par exemple. Le critère peut être stratégique, il faut réussir à se conformer aux process et pratiques du réseau. Il y en a de nombreuses au sein de Impact Hub, ou ça peut être aussi culturel, communautaire. Il s'agit pour les adhérents de s'engager à respecter certaines valeurs envers l'écosystème, envers les communautés numériques entrepreneuriales, avec l'exemple ici de Jocolabs. Pour une SAEI, adhérer à ces réseaux peut représenter des avantages déjà. C'est un accès à une plus large communauté qui n'est pas seulement nationale mais peut être internationale. Il s'agit de partager des outils, de bénéficier d'une meilleure visibilité, surtout lorsqu'on est une jeune structure, d'avoir des opportunités de collaboration. Donc cela peut représenter beaucoup d'intérêts qui sont difficilement monétisables, mais qui peuvent représenter de nombreux atouts pour travailler de façon surtout moins isolée. Mais adhérer à ces réseaux peut aussi présenter certaines limites, certains désavantages, puisqu'il faut prendre des engagements vis-à-vis du réseau. Il y a parfois des frais d'adhésion à supporter. Il faut parfois contribuer aussi
en ressources humaines. Il faut parfois adopter des orientations stratégiques que l'on n'a pas forcément souhaité adopter ou qui ne s'adaptent pas à son environnement. Néanmoins, chaque SAEI doit étudier les avantages qu'il peut tirer d'adhérer à un réseau, tout cela en fonction de sa propre stratégie, de son niveau de maturité, de son positionnement, de ses moyens, de ses ambitions, etc. Chacun doit étudier l'intérêt de ces réseaux en fonction de sa propre stratégie. La formation est à présent terminée. Je vous invite à partir consulter l'étude de cas qui s'intitule Panorama des SAEI en Afrique francophone et qui vous présente les résultats d'une étude qui a été menée auprès d'un échantillon de SAEI en Afrique francophone dont une vingtaine ont répondu. Donc je vous invite dès à présent à consulter et réaliser cette étude de cas pour justement tester vos connaissances et les approfondir tout en ayant une petite réflexion avec 3 questions qui vous y sont proposées. Pour conclure, vous voyez qu'il existe une grande diversité des SAEI. Au-delà du positionnement et de la diversité des services offerts, elles se différencient les unes des autres sur des éléments tels que la façon dont elles sélectionnent leurs incubés, leurs clients, leurs bénéficiaires, peu importe le vocabulaire utilisé, la façon dont elles accompagnent, quelle est leur offre de service pour réussir cet accompagnement à l'entrepreneuriat. Elles ont aussi toutes leurs propres modèles économiques. Elles ont chacune leur méthode pour manager, gérer, stimuler l'innovation. Elles ont aussi chacune leur propre réseau, leurs propres partenaires qui font aussi leurs valeurs. Et elles ont toutes défini leur propre stratégie marketing, etc. Ce n'était pas l'objet de cette formation d'aller en détail sur ces éléments-là. Il y a de prochains modèles de formation qui vous permettent d'aborder toutes ces questions-là pour renforcer vos connaissances et ainsi encore mieux comprendre les enjeux et opportunités liés au SAEI. Si nous devons conclure, voici les 3 points clés que je vous invite à retenir. Le premier, tout d'abord, couveuse, incubateur, accélérateur, pépinière, hôtel d'entreprise, Fab Lab, espace collaboratif, ce sont autant de termes qui désignent toutes des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant. Ces SAEI offrent une large gamme de services. Elles accompagnent les entrepreneurs dans leur développement en mettant à disposition le plus souvent des locaux, du conseil, de la formation, de l'appui financier. Elles répondent aux besoins de l'écosystème et ont chacune leur offre spécifique. Troisième et dernier point, en Afrique francophone, le nombre de SAEI est en forte croissance, surtout ces 5 dernières années, car elles répondent aux besoins de l'économie de voir émerger des entreprises performantes et innovantes qui stimulent le marché, créent des emplois. Enfin, si vous souhaitez encore aller plus loin, ou en tout cas pour un petit moment de détente, je vous invite ensuite à visionner ce court-métrage qui va vous emmener dans les coulisses d'un incubateur, l'incubateur du Technopôle de Zieu au Burkina Faso. Une équipe de tournage a suivi pendant quelques mois le parcours d'ingénieurs entrepreneurs. On découvre à travers ce court-métrage comment les équipes d'un incubateur œuvrent pour accompagner des projets d'entreprise innovants, quelles ressources et moyens sont mis à contribution, comment favoriser l'innovation et le prototypage, quelle est la stratégie pour lever des fonds sur la scène internationale. Donc, si vous avez un petit temps devant vous, n'hésitez pas à visionner et faire visionner ce court-métrage qui, de Ouaga à Paris, puis à l'université de Berkeley aux États-Unis, propose donc un petit voyage dans le monde des entrepreneurs et de l'innovation. Donc voici ce que je vous propose pour conclure cette formation.
Nous arrivons au terme de cette formation. J'espère qu'elle aura été suffisamment claire pour vous permettre de mieux comprendre l'ensemble des services proposés par les structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. J'espère aussi que cela vous aura donné l'envie d'en savoir encore plus et donc d'aller plus loin dans la formation. Encore merci pour votre écoute et bonne continuation.